Bilan des 3 années au pouvoir du CNRD en Guinée. Et une première question d'un journaliste. Le général Doumbouya se présentera-t-il à la future présidentielle? Une question à laquelle le porte-parole de la présidence répond sans ambages. Le président Doumbouya est un citoyen guinéen comme tout autre. Et il n'y a aucune interdiction pour le président Doumbouya de se prêter à la candidature pour gouverner le pays. Non seulement en termes de droit, il en a la possibilité, il en a aujourd'hui la qualité pleinement. Le général Camara et Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement également présents, se disent donc favorables à une candidature de celui qui dirige la Guinée depuis 3 ans maintenant. Le 5 septembre 2021, Mamadi Doumbouya mène le coup d'État qui fait tomber le président Alpha Condé. Rapidement, une charte de la transition est établie. Et elle impose qu'aucun membre des organes de transition ne pourra se présenter à aucune élection. Lors de sa prestation de serment en tant que président de transition, Mamadi Doumbouya enfonce le clou. Je voudrais ici réitérer mon engagement que ni moi, ni aucun membre du comité national du Rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections à venir. Un engagement qu'il a à plusieurs reprises réitéré publiquement depuis. Alors que se passe-t-il ? Le RPG Arc-en-Ciel, le parti d'Alpha Condé, tient ce samedi sa réunion hebdomadaire. Cette formation est restée active au sein de l'opposition depuis le coup d'État. Ici, on veut croire aux gages donnés par le passé. Dans l'histoire du monde, tous les grands hommes ont respecté leurs paroles. Et jusqu'à preuve de contraire, au RPG Arc-en-Ciel, nous disons que le président de la transition guinéenne, le général Mamadi Doumbouya, ne violera pas sa parole. Et nous le prions, nous le demandons humblement en tant que citoyen maintenant de respecter sa parole. Ça y va dans l'intérêt de la paix en Guinée. Ce représentant de la société civile ne se dit, lui, pas surpris par la tournure que prennent les choses. Il décrit un président de transition qui a pris goût au pouvoir et appelle à la résistance du peuple, mais pas seulement. Il faut nécessairement une large coalition de toutes ces entités pour aujourd'hui se dresser et rappeler le général Doumbouya à ses engagements. Il a pris des engagements clairs et nets vis-à-vis du peuple de Guinée, vis-à-vis de la communauté internationale. Il faut le pousser à respecter cela. Si l'intéressé, lui, ne s'est pas encore prononcé formellement, le texte de la future constitution, présenté fin juillet et qui doit être soumis à référendum, lui en donne la possibilité. Au Sénégal, la course aux députés est déjà lancée. Les élections législatives anticipées auront lieu le 17 novembre prochain. Les citoyens veulent cette fois-ci choisir de bons députés. Beaucoup de Sénégalais sont d'avis que les députés qu'on avait dans l'ancienne législature, ce n'étaient pas des députés vraiment d'un standing élevé. Donc on a eu à voir des députés qui se battaient à l'Assemblée, des députés qui balançaient des noms d'oiseaux à tout bout de champ. Et je pense que ce n'est pas une bonne image pour la démocratie de notre pays. Et c'est bien qu'il ait dissous cette Assemblée. Donc à l'avenir, concernant la nouvelle législature, nous on attend des députés qui soient beaucoup plus matures, des gens intellects, des gens qui utilisent leur cerveau, des gens qui sont à l'Assemblée pour les biens des populations qui les ont élus. D'abord, un député doit connaître qu'est-ce que c'est le rôle d'un député. Un député, il faut d'abord les former dans les partis politiques. À l'époque, il y avait des écoles. Donc, un député doit connaître son rôle véritablement. Il faut qu'il aille à l'Assemblée. C'est pour le peuple d'abord, avant la coalition, ni encore un parti politique. Donc, le député doit faire véritablement son rôle, au détriment d'un parti politique ou d'une coalition. Voilà, donc il nous faut des hommes qu'il faut, à la place qu'il faut, c'est tout court. Pour 2024, les avis sont partagés sur qui donner la majorité parlementaire. Pour certains, le président en a besoin pour gouverner, mais pour d'autres, ce serait un choix risqué. Dans une démocratie normale, il n'est pas préférable de donner la majorité parlementaire au président. Maintenant, dans nos types de démocratie, dans nos types de pays, confier la majorité aussi à l'opposition serait source de blocage. Parce qu'on sera confronté à une situation où tout ce que l'exécutif aura à proposer, ils vont le rejeter. Donc voilà, moi je suis d'avis pour qu'on essaie d'équilibrer les forces.
qu'il n'y ait pas de parti, que ce soit l'opposition ou l'exécutif, que personne n'ait une majorité absolue. Le président avait promis ça au peuple sénégalais. Pour ça, parce que nous sommes dans un régime présidentiel et non pas un régime parlementaire. Donc le président a besoin d'une majorité pour parachever ce qu'il voulait, ce qu'il avait promis. Donc il lui faut cette majorité. L'opposition qui rue déjà dans les brancards dénonce un processus déjà biaisé avec des informations clés sur les modalités de participation que le président aurait volontairement gardées pour son parti. Le président du Kenya est arrivé en Haïti samedi. Sur une base kenyane de l'aéroport où il a rencontré des autorités haïtiennes et canadiennes, mais aussi les forces kenyanes venues apporter leur soutien dans la lutte contre les gangs, William Ruto a indiqué que la sécurité du pays s'était considérablement améliorée grâce à ses troupes. Pour nous, il s'agit d'aider la police et les forces de sécurité haïtiennes à sécuriser Haïti, dans l'intérêt des enfants de ce pays et dans l'intérêt de l'humanité. La raison pour laquelle je suis passé à Port-au-Prince est que je peux savoir clairement comment mobiliser le soutien à la mission en Haïti lors de l'Assemblée générale des Nations unies. Cependant, les Nations unies estiment quant à elles que la violence s'aggrave en Haïti à mesure que les gangs étendent leur contrôle sur le pays. Cela fait quelques semaines que Damas Kumbun Goy vit ici. Un toit en tôle, un grand drap, quelques casseroles et bouteilles. Ce n'est pas grand-chose, et pourtant c'est énorme après 21 ans passés à la prison centrale de Makala. Lorsqu'il y est entré en 2003, c'était un jeune homme de 33 ans. Il était soldat. J'ai été arrêté pour vagabondage. J'étais sorti du camp militaire où j'étais interné pour des soins de santé pour aller voir ma famille. Après avoir été mis au cachot, j'ai été envoyé à la prison de Makala. Après 7 mois, j'ai été aussi accusé et appelé à comparaître dans le dossier d'assassinat du colonel Alamba. Le colonel Charles Alamba, procureur militaire décédé à Makala, se trouvait dans le même pavillon que lui. Damas est appelé à comparaître dans l'affaire avant d'être retiré de la liste des accusés. Je suis allé aux différentes audiences de ce procès sans faire de déposition. Je ne disais absolument rien puisque je ne connaissais rien du dossier. On était 4 comme ça, à ne rien dire, alors il a été décidé qu'on puisse quitter le procès. 3 d'entre nous ont été libérés par la suite après avoir payé et versé de l'argent. Et moi, comme je n'en avais pas, je suis resté en prison. Sur place, il subit la promiscuité, l'absence d'hygiène, les maladies, les pénuries d'eau et de nourriture. Des conditions de détention atroces, inhumaines. La prison de Makala, c'est un lieu de souffrance. Les gens souffrent et meurent là-bas. Une poule a plus de valeur là-bas qu'un humain. Dès 15 heures, tout le monde est enfermé dans sa cellule. Une fois sorti de cette prison, il faut tout faire pour ne jamais y retourner. Damas voit les mois et les années en prison s'enchaîner, jusqu'à ce que son dossier soit repéré par un avocat et la Croix-Rouge. Un avocat des droits de l'homme a demandé aux prisonniers qui n'avaient jamais comparu devant la justice de se faire identifier auprès de lui. J'étais parmi ceux qui s'étaient présentés. Il a pris des notes et enregistré nos doléances. Il a plaidé pour moi, mais il n'y a pas eu de suite favorable. Cela a pris 4 ans pour que l'avocat reçoive les réponses des autorités judiciaires. 4 ans, l'attente était longue. Au final, il est libéré après une audition à la Haute Cour militaire le 29 juillet. Aucune charge ne pesait contre lui. Au total, Damas a fait 21 ans de prison. 21 ans de détention préventive, sans jugement ni condamnation. Une vie passée derrière les barres. Mercato tourne au ralenti. Il faut désormais des liasses de billets pour acheter le moindre article. Car en quelques mois, le birr, la devise éthiopienne, a perdu 30% de sa valeur. Pour la population, pas de doute, c'est l'une des conséquences de la réforme monétaire décidée par le gouvernement le 28 juillet dernier. Date à laquelle le birr est passé en monnaie flottante. Cette vendeuse de vêtements a vu son chiffre d'affaires chuter drastiquement depuis la réforme monétaire. Ces chemises coûtaient 1500 birrs.
Et maintenant, elle coûte 2500 birr. C'est la même chose pour ces pulls. Il coûtait 1200 birr et maintenant, il coûte 1800 birr. Jeans, robes et tailleurs venus de l'étranger inondent le marché, avec une répercussion de la hausse du coût des transports sur le prix à la caisse. La plupart des marchandises sont importées de Turquie et de Dubaï. La majorité des clients ne veulent pas de vêtements fabriqués localement parce qu'ils sont de moins bonne qualité. Ils préfèrent les produits importés. Mais en raison de l'augmentation de la valeur du dollar, les importations ont diminué. La réforme du change était réclamée notamment par la Banque mondiale et le FMI. Jusqu'alors, les autorités éthiopiennes s'y étaient opposées. Après l'annonce de ce changement de politique, le FMI a accordé une aide de 3,4 milliards de dollars sur 4 ans pour booster l'économie du pays qui sort à peine de 2 ans de guerre civile. Mais les effets tardent à se faire sentir pour les consommateurs. Je ne pense pas que les prix baisseront. La valeur du dollar continuera probablement à augmenter. Cependant, je pense que le gouvernement pourrait stabiliser la situation en subventionnant des produits essentiels fournis par les administrations locales, comme le sucre. Je pense que cela pourrait contribuer à stabiliser le marché. Si cela ne se produit pas, ce sera très difficile. Car plus d'un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté, avec moins de 2,15 $ par jour selon la Banque mondiale. Sans calendrier précis, les autorités tablent sur un regain de la compétitivité pour l'économie éthiopienne. Le 22 septembre est la journée mondiale du rhinocéros, journée de sensibilisation pour la sauvegarde de toutes les espèces de ces mammifères. Le monde ne compte plus que 2 rhinocéros blancs du Nord, 2 femelles en danger critique d'extinction et incapables de mener à terme une grossesse. Avec l'aide d'une mère porteuse et d'embryons produits en laboratoire, des scientifiques sont sur le point de produire la première progéniture de l'espèce. Nous pouvons prouver que la société humaine ne peut pas seulement détruire la biodiversité. Nous pouvons en fait la réparer et la faire revenir. C'est un message très important. Dans ce laboratoire de Berlin, des embryons de rhinocéros blancs du Nord sont prêts. Ils ont été créés à partir de spermatozoïdes congelés, parfois depuis des décennies, et d'ovules de l'une des femelles encore en vie. Nous sommes ici aujourd'hui avec les 33 embryons. Nous avons beaucoup d'embryons disponibles et nous estimons que nous pouvons produire entre 10 et 15 bébés. Cela signifie que 15 de ces bébés auront bien sûr de nouveaux ovules. Le programme pourrait alors se poursuivre indéfiniment. Notre objectif, et ce n'est peut-être pas quelque chose pour lequel je serai toujours là personnellement, c'est que dans 20 à 25 ans, les premiers animaux puissent à nouveau être relâchés en Afrique centrale. Dass in 20 Jahren, 25 Jahren die ersten Tiere wieder in Zentralafrika ausgewildert werden können. L'Afrique centrale, habitat naturel du rhinocéros blanc du Nord, est ravagée par les conflits humains et les 20 000 rhinocéros blancs du Sud restants ont échappé à l'extinction.